Mon idée, c'est vraiment d'aller creuser quels sont les réels besoins pour accompagner cette transformation de manière pérenne et durable. Et là, ça devient un levier de performance en fait. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Skill Me Up. Aujourd'hui, j'accueille Christelle Leroy. Christelle est présidente fondatrice de AwareSE. Elle accompagne les dirigeants et managers à travers des missions de conseil et de formation en RSE pour accroître la performance individuelle et globale au sein de leur organisation. Bonjour Christelle. Bonjour Delphine, ravie d'être avec toi et de partager sur mon métier. Ouais, et puis je suis contente de t'accueillir parce que tu es une recommandation de Hortense Noiret que j'avais accueillie récemment sur Skill Me Up. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ravie aussi qu'elle nous ait mises en relation. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler de RSE, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît ? Ok, je vais me présenter en 3 dates. La première, c'est le début des années 90. C'est mon entrée dans la vie professionnelle et c'est drôle parce que très très vite, je travaille dans une société de production audiovisuelle et en fait très vite je me questionne sur l'utilité de mon travail. Et puis je vais avoir un parcours dans le secteur audiovisuel, côté Eurosport, puis TF1. Et en fait, 2017 marque un tournant dans ma vie pro, puisque là où finalement j'ai eu beaucoup d'activités liées au business, à la faveur d'un exécutif programme en fait qui se déroule au moment de la loi Pacte, donc qui a introduit cette notion en fait de raison d'être des entreprises. Je découvre la RSE et je décide d'en faire mon métier. Et ensuite, la troisième date, c'est 2022, quand je décide de partir de TF1, où j'occupais la fonction de directrice RSE, pour créer ma propre structure, donc créer AwareSE, pour accompagner les entreprises de tous les secteurs dans leur démarche RSE et diversité et inclusion, à travers à la fois du conseil et de la formation. Et en fait, j'ai vraiment souhaité placer l'humain au cœur de la transformation durable, et en fait, je m'appuie pour ça sur à la fois mon expérience de business et de manager, et à la fois sur mes compétences en RSE. Parfait. Merci beaucoup Christelle. Alors, pour commencer, je pense que ce serait utile que tu nous rappelles qu'est-ce que recouvre la RSE ? Alors très volontiers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la RSE est vue à travers l'angle environnemental. En fait, la RSE, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. En fait, c'est l'acronyme de responsabilité sociétale des entreprises. On parle de RSO aussi, pour la responsabilité sociétale des organisations. Et en fait, ça regroupe tout ce qui a trait, certes, à l'environnemental, mais aussi tout ce qui a trait au social, au sociétal, à l'éthique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut peut-être parfois effrayer les entreprises qui n'ont pas encore de démarche RSE structurée. Et c'est vrai que finalement, une de mes missions, c'est de les aider à prioriser leurs enjeux RSE et de mener des actions qui sont cohérentes avec leur domaine d'activité. Et alors justement, tu présentes souvent la RSE comme un levier de performance globale, mais moi je vois qu'il y en a encore qui voient ça comme une case à cocher, donc par quoi tu leur proposes de commencer pour qu'ils basculent dans une vraie logique d'impact, on le fait vraiment pour ce que ça recouvre ? Alors, c'est vrai que pour certains, c'est encore une case à cocher, c'est vu sous l'angle de la contrainte réglementaire. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment déjà un état des lieux, mais c'est surtout d'embarquer toutes les équipes, tous les niveaux hiérarchiques pour qu'il y ait une prise de conscience et pour finalement engager chacun à son niveau pour pouvoir mener des démarches RSE à la fois pragmatiques et sincères. Et du coup, est-ce que tu as constaté, parce que toi, donc comme tu le disais, tu as dirigé la RSE d'un grand groupe et maintenant tu interviens auprès des organisations très variées. D'après toi, qu'est-ce qui a le plus changé justement on va dire, sur ces 5 dernières années, dans la façon dont les entreprises abordent la RSE, au-delà de cette prise de conscience pour certains, et est-ce qu'il y a davantage de prise de conscience ? Alors, il y a davantage de prise de conscience, tout simplement poussée par les équipes qui, en général, sont en quête de sens.
En termes de réglementation, il y a eu plus de demandes, mais ça fait évidemment débat, et cetera. Je pense notamment à la CSRD, qui est une évaluation réglementaire sur le plan européen. Mais il y a aussi, en fait, les clients, les consommateurs, les investisseurs, en fait, qui demandent des choses. Et si on se concentre sur la partie transition écologique, les effets du dérèglement climatique, ils sont aujourd'hui très présents, en fait. Donc c'est principalement ça qui fait bouger les lignes. Et moi, ce que j'ai pu constater en prenant, en fait, la direction du groupe TF1, c'est qu'il s'agissait plus de reporter sur les bonnes actions qu'on mettait en œuvre, mais que le marché, au sens large, nous invitait à prendre des C'est engagements ça, ouais. datés, chiffrés, et de s'engager publiquement. Ça, c'est un changement assez important, en fait. Ouais. Et donc, tu accompagnes, aussi, les managers. Quelles sont les résistances les plus fréquentes que tu observes et surtout comment tu les fais bouger? Au-delà du COMEX qui te passe commande, on va dire. Les résistances, elles sont aujourd'hui finalement sur les moyens alloués, qu'il s'agisse de moyens humains et financiers, et parfois le temps à y consacrer. Mmh. Et puis peut-être aussi par où on commence, en Ouais, fait. C'est là où finalement l'apport d'une personne externe qui a une expérience à la fois du terrain et de la formation va permettre en fait de définir au plus juste en fait ce que sont les besoins de l'entreprise. Souvent les besoins ils sont encore méconnus finalement au moment du pitch de départ. Mon idée c'est vraiment d'aller creuser quels sont les réels besoins pour accompagner cette transformation de manière pérenne et durable. Et là, ça devient un levier de performance, en fait. mmh. Et du coup, tu les co-construis avec eux, ces priorités, ces chantiers à mettre en œuvre, comment ça se passe? Alors, la définition des priorités, elle se fait majoritairement à travers le dialogue avec les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, c'est à la fois les collaborateurs, le top management, et aussi finalement l'environnement de l'entreprise qu'on appelle les parties prenantes externes. Externe, Donc, ouais. Mmh. elles diffèrent selon les domaines d'activité et les entreprises. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on arrive à prioriser. Et après, mon travail, ça va être de baliser le chemin et de former en fonction des besoins qui auront émergé. Et puis de donner aussi de la cohérence aux actions, en Ouais. fait. Très important que les paroles et les actes soient complètement alignés. C'est difficile d'embarquer des équipes si en fait on n'a pas cette Ce cohérence. lien, ouais, entre chaque truc, que ce soit pas pris, des petites actions les unes à côté des autres sans lien entre elles, c'est ça? Ouais, et c'est vrai que mon travail consiste aussi parce que rares sont les entreprises finalement qui n'ont rien fait en matière de RSE. Souvent, c'est pas structuré en fait au sein d'une démarche, mais il y a des actions. Donc en fait, le travail va consister aussi à mettre en valeur ça, et notamment à travers les formations. Ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, ça fait ressortir des choses qui ont déjà été mises en place par l'entreprise. Et ce que je constate à chaque fois, c'est que ça renforce en fait la fierté des équipes en fait Ouais. d'appartenir à une entreprise qui se bouge, si je puis dire, sur les enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux. Et alors justement, si on aborde le point des formations, quelles sont les compétences clés qu'il faut développer chez les collaborateurs pour qu'une stratégie, RSE justement s'incarne et reste pas juste au niveau, du COMEX? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Pour moi, la principale capacité à développer auprès des managers et de leurs équipes, c'est en fait la prise de conscience du rôle qu'ils peuvent jouer en fait. OK. Et tout ça évidemment se fait à travers aussi le prisme d'une démarche quand elle existe déjà, pour que les idées qui émanent des équipes, elles soient cohérentes avec la démarche globale. Sinon, on va vite retomber dans et si on supprimait les gobelets en plastique et on mettait des menus véganes à la cantine. Voilà, c'est évidemment important, mais ce n'est pas forcément à l'échelle de ce qui est attendu en fonction du secteur des entreprises en fait. Donc c'est vraiment faire en sorte que la réponse, elle soit proportionnée aux besoins et aux attentes en fait. OK. Et concrètement, est-ce qu'il y a des formats ou des modalités de formation qui fonctionnent mieux pour embarquer les équipes sur la RSE aujourd'hui? Alors moi, je privilégie le présentiel, les ateliers d'intelligence collective. Je trouve que ça a plusieurs vertus. C'est que déjà, ça permet de recréer du lien et de faire ça en groupe. En fait, si tu veux, ça permet aussi de se trouver des alliés. Parce qu'en fait, ces sujets de RSE, c'est rarement la priorité numéro un des équipes, on va dire, opérationnelles. Et tout d'un coup, quand on met ce sujet sur la table, ben, on se découvre des alliés dont on n'avait absolument pas soupçonné qui pouvaient être aussi intéressés par ces sujets. Et ça permet d'engager un dialogue, parce qu'une formation, elle peut pas tout régler. Une formation
une demi-journée, une journée, voire un tout petit peu plus. Elle doit en fait donner envie d'aller plus loin. Et se donner envie d'aller plus loin, ça passe par de la collaboration avec les managers, avec les équipes. Moi, j'aime bien cette cible des managers intermédiaires parce qu'ils ont à la fois la capacité à embarquer leurs équipes et répondre aux attentes de leurs équipes, mais ils ont aussi cette capacité à convaincre le top management quand ils sont pas encore complètement engagés en fait sur ce sujet. Donc c'est un rouage que j'aime beaucoup Ah, en c'est un fait rôle que je pivot là, ouais. voilà. C'est comme ça que j'aime bien en tout cas travailler. Et puis c'est aussi le sur mesure. Moi j'ai pas des formations sur étagère. L'idée c'est vraiment de s'adapter aux besoins de chaque entreprise et de les identifier avec eux préalablement. Mmh. Est-ce qu'il y a des formats à l'inverse ou des modalités que tu déconseilles pour ces formations sur la RSE? Alors moi je suis moins fan du distanciel. Pour les raisons que j'évoquais. Après, je trouve néanmoins que ça peut être intéressant pour proposer plus de choses. Il y a des MOOC, par exemple, qui existent pour ceux qui auraient envie d'approfondir les connaissances. Voilà, donc je trouve que l'hybride, c'est pas mal, mais voilà, pour embarquer, c'est plus facile, je trouve, en présentiel. D'accord. Et je reviens sur les ateliers d'intelligence collective. Pour toi, qu'est-ce qu'ils apportent de différent dans les démarches d'accompagnement que tu proposes? Alors moi, j'ai particulièrement travaillé sur la co-construction d'un atelier sur le management responsable. Il a été pensé au départ par une coach et moi j'ai apporté, on va dire, ma contribution sur la partie plus RSE. Ce sont des outils finalement, le photolangage, ce qui est pas nouveau, hein. C'est comme des outils qui permettent, qui facilitent l'expression en fait des participants. Et plus particulièrement dans cet atelier, on demande finalement à un moment donné aux participants de prendre un petit peu de recul sur les enjeux qui sont pertinents pour leur organisation ou pas, et on les questionne en fait sur leur niveau actuel de prise en compte. Voilà, donc ce sont des formats, je trouve, qui favorisent et la prise de conscience et le dialogue, et surtout avec une finalité qui est donner envie d'agir et d'agir de manière pertinente. Après, je porte aussi un autre atelier d'intelligence collective sur la diversité et l'inclusion, qui a été créé par l'ESSEC et Bellu Games, et qui est très intéressant parce qu'en plus entrecoupé d'activités, donc on vit aussi des choses finalement dans son corps. Ça vient en fait ancrer en fait les connaissances qui sont assez nombreuses à coups de chiffres pour comprendre l'origine et l'impact des discriminations, par exemple. Donc voilà, ce sont des formats qui, en général, marquent les esprits. OK, très bien. J'avais vu plusieurs fois que tu mettais l'emphase sur le côté mettre en cohérence ce qui a déjà été fait. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'entreprise qui faisait déjà plein de choses, mais sans le savoir, en fait, qui a fait allusion tout à l'heure? Et comment tu les as aidés à structurer leur démarche et à leur faire prendre conscience que, en fait, ils partaient pas de zéro, il y avait déjà plusieurs actions, tentatives ou choses qui avaient été faites et qu'il fallait juste continuer, quoi? Ouais, alors j'ai pas comment dire, de nom d'entreprise qui me vient en tête tout de suite, mais moi, ce qui me plaît finalement à travers les retours des participants, c'est quand les participants me disent à la fin: «J'ai enfin compris ce que c'était la RSE» ou «Franchement, avant, je croyais que c'était bullshit» ou «J'ai compris quel rôle je pouvais jouer». Et quand j'ai la chance d'avoir des retours a posteriori, ça dépend de la durée de l'accompagnement, et que les participants me disent ça y est, je l'ai intégré dans ma feuille de route, ça fait partie des points qu'on aborde dans notre CODIR. Il y a aussi des entreprises où on va avoir par exemple un CODIR. Là, les effets vont être plus visibles tout de suite puisqu'ils ressortent finalement d'une journée de formation avec un plan d'action en fait. Parfois, on intervient aussi en intra, mais ce sont on va dire, des managers de directions différentes. Je pense par exemple à des programmes pour les nouveaux managers. Évidemment, il va pas se passer les mêmes choses puisqu'ils n'ont pas des objectifs communs. Donc là, ça va être plus un travail individuel, mais toujours quand même à mettre en cohérence avec le global. Et moi, j'intègre, en fait, je guide les participants en mettant en avant finalement ce qui a déjà été mis en œuvre, ou en tout cas les besoins des directions générales et des directions RSE, toujours pour veiller à la cohérence en fait. OK. Et du coup, tu en parlais un petit peu. Est-ce que, tu pourrais nous résumer les bénéfices finalement de former à la RSE? Est-ce que ça en fait partie, le côté, voilà, mettre du lien, de la cohérence sur ce qui a déjà été fait, unifier les équipes? Est-ce qu'il y a d'autres choses, Oui, pour le coup, en fait, c'est vraiment, tu vois, cette notion de création de lien, en fait,
pas l'effet recherché au départ, mais finalement, c'est ce qui ressort. Mais c'est surtout, en fait, d'aborder des sujets qui sont pas abordés au quotidien. Je pense, tu vois, notamment à l'atelier sur le management responsable. J'ai des cas de figure où, voilà, en 3 heures, on a parlé de biodiversité, d'emploi des seniors, d'aide aux aidants, de consommation responsable, de diversité et inclusion. Et donc ça, après, c'est à la main, finalement, des entreprises en fonction de leur actualité, en fonction de leur secteur, de prendre en charge les sujets qui ont émergé. Mais c'est, en fait, je le vois, tu vois, comme un outil de dialogue, en fait. Oui, c'est beaucoup plus large que la RSE finalement, c'est super enfin. La RSE est très large, Ouais, en c'est fait. ça. Quand tu Déjà, la fais RSE est très large, mais je veux dire, ce bénéfice-là fait que ça peut créer des liens dans l'entreprise, favoriser l'émergence de nouveaux chantiers à traiter qu'on n'avait pas soupçonnés, mais qui sont connexes, créer des liens interservices, donner une unité et du sens. Ouais, c'est chouette. Ah ouais, et puis en fonction de la durée des formations, tu vois, après, on peut compléter avec comment dérouler en fait avec succès son plan d'action, parce qu'il suffit pas malheureusement de repartir avec une liste d'actions à mettre en place. Il y a un certain nombre de pièges à éviter. Je pense notamment à celui des moyens à allouer, la fixation d'indicateurs, avoir suffisamment de contributeurs en fait pour faire que cette démarche puisse s'inscrire dans la durée en Mm. fait. Alors justement, en parlant d'indicateurs, on parle des indicateurs extra-financiers. Comment on mesure l'impact d'une politique RSE? Bah alors pour les entreprises qui sont cotées, elles ont des obligations de reporting. Pour les autres, je dirais si finalement, alors c'est quand même bienvenu de notamment sur son site internet de mettre en avant des engagements datés, chiffrés et de rendre compte régulièrement finalement de ce qui est mis en place. On pilote bien que ce qu'on Mesure bien. que ce qu'on mesure, qu'on a la capacité à mesurer. Je donnerais comme conseil aussi de mesurer, ne pas attendre de le faire annuellement, mais d'essayer en fait d'avoir des indicateurs relativement fréquents sur une base mensuelle par exemple, parce qu'en fait ça permet de corriger. Si on le fait qu'annuellement, on ne peut que constater bah c'était mieux ou c'était moins bien, et on attendra l'année d'après en fait pour espérer des effets positifs en fait. Donc c'est vraiment ce que je privilégie. OK, et pour terminer, quelles tendances émergentes tu observes en matière de RSE dans les entreprises? Est-ce que tu sens une vraie bascule? Est-ce qu'on en reste encore aux bonnes intentions? On a vu que non, a priori, mais est-ce qu'il y a des tendances que tu observes? Écoute, là, c'est vrai que le recul de la CSRD a peut-être un petit peu chahuté les équipes. Je pense notamment aux équipes en charge de la RSE. Ça peut effectivement être un petit peu anxiogène. Il y a eu aussi des reculs sur la partie diversité et inclusion qui viennent tout droit Des États-Unis? des États-Unis. Et tu vois, à ce propos, je trouve que, en tout cas, je félicite les entreprises qui continuent à former leurs équipes sur ces enjeux de diversité et inclusion, parce que, tu vois, aujourd'hui, je ne suis plus au sein d'une entreprise, mais pour moi, c'est important, en fait, que les salariés sachent où se positionne leur top management sur ces enjeux. Notamment peut-être quand on est dans des entreprises, dans des filiales françaises d'entreprises américaines. Et j'ai vu passer une stat cette semaine, une étude BVA pour l'autre cercle, qui disait que 75% des jeunes de moins de 25 ans, donc qui sont ciblés les demandeurs d'emploi et les étudiants, considéraient à 75% donc que l'entreprise, enfin la politique anti-discrimination de l'entreprise influerait sur le choix de leur futur employeur en fait. Ouais, 75%, c'est beaucoup, hein. Voilà, chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc on voit bien que ce sujet, il est important, qu'il faut que les entreprises, elles prennent clairement position de pourquoi elles font les choses, que ce soit en matière d'environnement ou diversité et inclusion, pour que les collaborateurs et les équipes RSE bah, sachent finalement sur quel pied danser. Ça nécessite, oui, de se parler franchement, en fait, du pourquoi on le fait et jusqu'où on a envie d'aller, en fait. Ouais, c'est ça, jusqu'où on a envie d'aller.
Ça me suscite une autre question, ce serait de dire, ben, finalement, pour toi, sur les différents pans, donc on a vu social, sociétal, environnemental, est-ce que tu pourrais nous donner, si tu en as, un exemple, alors pas forcément d'entreprise que tu as accompagnée, mais peut-être de mise en œuvre opérationnelle qui te semble représentatif de ce qu'il faudrait faire? En fait, ce que je vois et finalement, quel que soit, le domaine, environnemental, social ou sociétal, ce que je vois émerger et que j'apprécie tout particulièrement, c'est la notion de dialogue interprofessionnel qui permet aux entreprises finalement de se challenger entre elles et d'imaginer parfois, des outils communs de mesure, sur la partie environnementale par exemple, mais aussi sur la fixation d'objectifs sur la partie, sociale, sociétale. Je pense à des réseaux d'égalité femmes-hommes, par exemple, qui se sont, regroupés avec d'autres. C'est l'occasion finalement de s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres et de comprendre ce qui a marché, pas marché. Ça, je trouve ça, extrêmement, vertueux. Dans le secteur dont je suis issue, il y a notamment, l'association, Ecoprod qui fournit à l'ensemble du marché aujourd'hui, en fait, des outils et des formations sur l'écoproduction, des programmes, puisqu'en fait ça représente, une partie importante du bilan carbone des diffuseurs et des sociétés de production. Mmh. OK, merci beaucoup. Alors je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. OK, volontiers. Et ma première question, Christelle, c'est comment fais-tu ta veille? Eh ben, je sors beaucoup, je participe à beaucoup d'événements. J'hésite pas aussi à faire des pas de côté, pour m'enrichir, d'autres points de vue. Et puis, surtout, j'essaye, voilà, de comprendre aussi quelles sont les préoccupations des entreprises. Le petit piège dans la RSE, ce serait de fréquenter que des gens, qui ont les mêmes idées que nous. D'oublier finalement la réalité, du terrain et puis je lis pas mal d'enquêtes, de rapports, d'études, pour enrichir toutes mes formations, de données récentes et je suis aussi membre du bureau d'une association, qui s'appelle MR21, qui est une association qui regroupe des acteurs engagés autour des sujets de responsabilité sociétale, des entreprises et beaucoup d'échanges, entre pairs. En fait, je trouve cette notion d'approche transdisciplinaire, elle est intéressante, comme avec Hortense Noiret qui avait recommandé mon nom et qui est une Exactement. spécialiste de la QVCT. On avait même coécrit un article ensemble sur la convergence entre la qualité de vie et les conditions de travail et la RSE. OK, super. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? Alors il y en a deux. Il y en a une, je me souviens, c'est en 2002, j'arrivais tout juste à TF1 et c'était, une formatrice qui s'appelle Rebecca Cohen, tu vois? Je me souviens encore, plus de 20 ans après de son nom et où elle nous avait dit: on est en tant que manager, on est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait et on est aussi responsable de ce qu'on laisse dire et de ce qu'on laisse faire. Et moi, ce sont voilà, 2 phrases, 2 affirmations qui ont vraiment guidé mon action en tant que manager et je trouve que voilà, en ces temps où il faut se réinventer, inventer une transition écologique et sociale pour qu'elle soit juste, je trouve que voilà, c'est intéressant, de l'avoir en tête. Et la deuxième, c'est 2019, j'ai, pris des cours, au CNAM. Mmh. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer la directrice du CNAM de Paris de l'époque, Martine Poulain. Et je suivais une unité d'enseignement qui s'appelait Analyse et valorisation du parcours professionnel. Et en fait, c'est en explorant mes intérêts, mes valeurs, que j'ai ressenti en fait une énergie incroyable. Et c'est ça qui m'a incité à postuler en fait le jour même pour reprendre la direction RSE du groupe TF1. Donc c'est vraiment une formation qui a quelque part bouleversé le cours de ma vie Ah professionnelle. bah oui, carrément, carrément. Waouh! Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou à un responsable formation, ce serait lequel? Je dirais au DRH peut-être de se former en priorité, parce que, je trouve que ce sujet va pas mal, chahuter finalement, le recrutement, l'accompagnement des collaborateurs, tous ces enjeux de transition écologique et sociale. Ça va faire appel à des nouvelles compétences comme, la capacité à innover, à s'adapter. Mais voilà, il y a aussi des nouveaux métiers qui vont émerger et je pense que c'est important qu'ils soient le mieux, préparés à ça. Et d'ailleurs, tu vois, je forme aussi des étudiants en master 2 à SUP-DRH. Donc D'accord. c'est dire si cette cible me plaît, tout particulièrement. Et puis voilà, pour ceux qui forment, qui sont en charge des formations dans les équipes RH,
bah, ça va être aussi peut-être un moyen davantage challenger les organismes de formation pour mieux co-construire les programmes. Et puis moi, ce dont je rêve finalement, c'est que à terme, la RSE, elle vienne irriguer les formations de manière transverse, qu'on ne fasse pas que des formations spécifiques à la RSE, mais que finalement, ça s'invite finalement dans des formations sur l'IA, sur le management, voilà, que ce soit en fond. Ouais, en lien, en facteur, quoi, pour toutes les Ouais. formations. Ouais, ça marche. Et le dernier petit conseil, là c'est l'avis d'une pro, c'est hyper important quand on envoie des collaborateurs, quel que soit leur niveau en formation, de bien expliquer le contexte pour lesquels ils sont invités à participer à cette formation. Parce que je trouve qu'encore trop souvent, les gens disent « bah oui, mais le top management, etc. » En fait, on perd l'effet de la formation si c'est pas suffisamment bien explicité et si ça s'inscrit pas dans un cadre un peu plus global. Et ça, je dirais que c'est valable pour toutes les formations, hein, d'expliquer pourquoi, pourquoi on va en formation, ou pourquoi on te recommande telle formation. Ouais, enfin moi je demande systématiquement à ce que même sur un atelier d'intelligence collective qui dure une demi-journée, je demande toujours à ce qu'il y ait un représentant qui vienne expliquer pourquoi cette formation ou cet atelier a été proposé. Ok. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Christelle ? L'actu récente, c'était le collectif des engagés qui a organisé la grande soirée de l'engagement il y a quelques jours. Où nous nous sommes retrouvés d'ailleurs. Exactement, le hasard fait bien les On a choses. une belle photo pour ça. Exactement. Et en fait, à cette occasion, le collectif des engagés avait demandé à BVA Excite une enquête qui a été réalisée en avril, donc ce sont des données très récentes. Et en fait, il en ressort qu'une personne sur deux interrogée considère que si une entreprise parle d'une cause, sans que l'ensemble des actions qui s'y rapportent soient réelles, il vaut mieux qu'elle n'en parle pas, en fait. Et donc ça rejoint en fait ce sujet de ce besoin à la fois d'engagement et d'alignement. C'est vraiment ça que je retiens et donc ça montre à quel point il faut communiquer sur ce qu'on fait, mais voilà, dès lors que c'est un engagement réel. Avéré, ouais, c'est ça. Et puis la petite actu, c'est la sortie de mon site internet, voilà, dans les prochains jours. Très bien. Enfin, ouais. On mettra le lien du coup dans les notes de l'épisode. Volontiers. Et pour finir, est-ce que tu aurais une suggestion d'invité pour un prochain Skill Me Up ? Eh ben écoute, pour un prochain Skill Me Up, je t'invite à rencontrer une personne qui s'appelle Tiffany Veltman et qui propose des formations pour accompagner le retour des salariés, que ce soit après un congé maternité ou une absence de longue durée liée à une longue maladie, à un burn-out. Elle propose des formations qui impliquent à la fois le salarié concerné, le manager et les RH. Et je trouve que c'est un sujet très très important. C'est pour ça que voilà, je t'invite à la recevoir dans un prochain podcast. En plus, elle est absolument charmante et passionnée par le sujet. Ouais. À peu près comme tous mes invités, j'ai remarqué. Voilà, quand on accepte de participer à ce podcast, c'est qu'on a envie de transmettre quelque chose. Exactement. Et puis les métiers d'information, ce sont quand même des métiers de transmission, donc clairement. C'est peut-être pas un hasard total. C'est ça. Merci Christelle pour tout ce que tu nous as partagé sur la RSE, les précisions que tu as pu apporter. Moi, je retiens surtout le rôle des managers intermédiaires, la fonction importante qui démarre par la prise de conscience. Et puis l'idée aussi de capitaliser sur ce qui a déjà été fait dans les entreprises, leur montrer qu'en fait elles partent pas de zéro, qu'il y a sûrement déjà des actions qui ont été tentées à droite à gauche, mais qu'il faut en fait remettre du lien pour leur faire prendre conscience que oui, il y a plus qu'à continuer quoi en fait, mais on démarre pas de zéro. Donc merci pour ça, merci aussi pour ton éclairage sur les ateliers d'intelligence collective pour former sur ces thématiques. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui colle le mieux en termes de formation. Et du coup, moi, ça m'a parlé, ce que tu nous as présenté. Donc, merci beaucoup à toi, Christelle, pour tout ça. Merci à toi, Delphine, pour ton invitation et pour cet échange. Et c'est vrai que je conçois aisément que la RSE puisse créer parfois du déni, de l'inconfort. Et finalement, moi, mon rôle, c'est de rendre les choses peut-être plus concrètes et donner envie d'aller plus loin. Parfait. Merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt, peut-être dans un de tes ateliers d'intelligence collective. Avec grand plaisir. À bientôt, Christelle. À bientôt, Delphine. Au revoir.
J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.